Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du podcast. On se retrouve à La Réunion avec Alex. Alex, bonjour. Merci, bonjour. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de ton parcours depuis le début. On a Ouais, la chance d'avoir du coup un ancien de la force. on peut dire ça maintenant, Là, ouais. tu es le plus ancien de la chaîne parce que le plus ancien, c'était Clément. Mais tu as commencé avant Clément. Je crois que j'ai commencé un an avant, ouais, quand c'était l'équipé, ouais. Donc tu as le rôle de doyen sur la chaîne YouTube OPT. J'ai la pression, Donc, en premier lieu, moi j'aimerais bien connaître un peu déjà ta présentation pour savoir qui tu es. là. Ouais, Et après qu'on fasse un petit peu le point sur le parcours sportif et pro en parallèle. ouais. Donc, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas, Côté éventuellement? sportif, j'ai commencé la force il y a 14 ans maintenant, ouais. 14 ans, donc à l'époque où il n'y avait pas l'euro, c'était Ouais, l'équipé. ça c'est bien de l'expliquer parce qu'il y en a plein qui ne le savent pas. Ouais, on a commencé direct avec les maillots, entre guillemets, comme on dit. Alors là-bas, je faisais que du coucher seul, parce que j'avais d'autres disciplines à côté, comme le foot, donc c'était assez taxant. Toi, en termes de sport, au tout début, tu as commencé avec le foot? Bon, j'ai fait un peu de tout en étant jeune, mais là où j'ai insisté, où je suis allé entre guillemets un peu plus loin, c'est au foot, où je suis monté dans les classes jeunes, U18, tout ça, jusqu'en national. Ok. Et puis après, en senior, après c'était régional, on va dire. Et puis après, j'ai migré sur la force, un peu par hasard en fait. Je traînais un peu dans les salles de muscu en mode renfo. Et un jour, je me suis blessé, j'ai atterri dans une salle associative qui était Beaumont, Ah ouais. Beaumont Force Athlétique, BFAM. Et c'est là-bas que j'ai commencé. Vivier de force athlétique. Ouais, et je vois que ça bouge encore maintenant, donc c'est bien. C'est un Ouais, club j'en qui ai a... qui Ouais, vont là-bas, qui font des compètes. ouais, c'est un bon club. Familial, en même temps sérieux. Il y a du matos, il y a tout ce qu'il faut là-bas. Donc voilà comment j'ai commencé. Et puis... Et le développé couché, tu l'avais fait un peu pour la prépa physique au foot ou rien à voir? Ah non, rien à voir, je me suis pris au jeu en fait. Ok. Il y avait des compétiteurs dans la salle, moi je venais en mode muscu, renfo. Et je voyais que ça poussait un peu, ça m'a un peu attiré, tu vois, un peu l'ego qu'on va dire. Ok. Et puis un peu challenger. Et puis première compétition en équipé, du coup, couché, je sais plus combien je fais, mais je suis pas très loin des minima de l'époque. Et puis, du coup, je me suis pris au jeu, j'en ai fait une deuxième, j'ai eu mon minima, et la troisième, je suis parti au championnat de France, je crois que c'était à Paris, à Villepinte, en couché Et seul. déjà Villepinte. Alors qu'on en Ouais, sort juste à présent. ouais, ouais. Ouais, c'était Villepinte, ouais, dans l'ancienne salle. Et là, pour resituer, du coup, la date de ta première compète, c'est quand à peu près? Je crois que c'est 2008 en couché seul, et 2009 en trois mouvements l'année d'après. Ok. Où j'avais fait en roue, j'avais pas mis le matos pour me lancer, quoi, pour Donc là, m'entraîner. en fait, toutes les compétitions initialement étaient avec de l'équipement. Ouais, Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est le fait de mettre, par exemple, au développé couché, un maillot qui peut aider à la performance mm, via, du coup, l'ajout d'un matériel contractile, quoi. Ça rajoute de la résistance. Et sur le squat, on a des combis, comme un singlet, mais pareil, avec de la résistance au niveau des hanches mm. et des bandes de genoux qui peuvent, enfin, qui nous permettent d'avoir plus d'élasticité en bas du mouvement. Donc, ça, la force athlétique, c'était composé uniquement de ça. Et tu avais l'option de ne pas le mettre si tu en avais envie, quoi. Ouais, pour débuter, moi j'avais fait le choix de rien mettre pour m'enlever une contrainte, même si je faisais du coucher équipé. Et puis après, les compètes d'après, j'ai commencé à mettre le matériel, mais j'ai jamais fait de championnat de France en équipé en trois mouvements. J'ai fait que du coucher en équipé, Ok. Et en championnat de France. Ah ok, parce que la compète d'après en trois mouvements, c'était pas les France. Non, Ok, c'était, ouais, je sais même plus, c'était un premier pas peut-être même d'accord. enfin, de l'époque quoi. Et là, tes premières perfs sur la première au coucher et la première en FA? Bah au coucher c'était en équipé, j'avais dû faire 160 et le minima, je me rappelle, il était à 177,5. Ok. Et donc ça c'était ma première compète coucher équipé En et 83? ouais, c'était moins de 83 là qui était, ouais, où j'étais à l'époque. Et puis je devais faire 81 kilos, je crois. Ok. Et puis après trois mouvements, c'était l'année suivante, j'avais dû faire 140 au squat, 137,5 au coucher, je suis presque aussi fort. Ah oui. Et En row? ouais, et puis 200 au terre. Putain, il y avait un petit déséquilibre Ouais, marqué là. au squat c'était une catastrophe, ouais. J'étais tout déséquilibré, j'avais des gros déficits latéraux, on va dire, Est-ce que c'est à parce cause que du t'en foot. avais jamais fait avant? Au foot, par exemple, tu faisais du coucher quand même ou pas du tout? Ouais, en fait j'ai toujours fait du coucher, de la muscu en fait, j'avais déjà un petit banc chez moi, enfin j'avais toujours touché un peu à ça avec les voisins. Mais pas de Et j'ai squat. commencé à 18 et je faisais que du coucher quoi, c'est Ok. que le haut du corps quoi. Pour être bien dans ton Ouais, t-shirt, quoi. c'est ça. Ok. Donc ça sur le côté sportif. Donc là, tu passes tes premières compétitions. Ouais. Donc vers 2009-2010. Donc là, j'ai fait 4 ans dans ce club-là, du coup. Et après, pour des raisons perso et pro, je suis monté à Paris. Ouais.
Et donc là, j'ai atterri dans le club de Vélizy, très bon club aussi. Qui existe encore à l'heure actuelle. Ouais, Moi, j'ai très des très bien appels qui équipé, s'entraînent bonne là-bas. ambiance, enfin très bien animé ce club. Là, même Alexis Postic, qui est coach au PT, il est là-bas, lui, à Exact, ouais, l'année, j'ai vu les vidéos, ouais. avec Arnaud aussi. Non, c'est un très bon club sur Paris et donc j'habitais pas loin, je suis allé là-bas. Et puis c'est là que j'ai commencé un peu à prendre en charge des gens, on va dire, du club, notamment ben, Thomas Loué à l'époque c'était un peu la personne à qui je m'entraînais tout le temps. Ouais, Et bah, je l'ai encadré pour sa première prépa France avec moi. Il avait déjà fait des championnats de France, lui, en moins de 59 équipés, ok. en junior. Ah, Et il avait tiré en 59. 59 équipés, ouais, Et de quand il était mémoire. en 66, il remplissait la KT ou pas? Oui, oui, il Ouais? était plein, Ah, ouais, ok. ouais, ouais, il cutait un peu, ouais. Et voilà, c'est comme ça que c'est venu, quoi, le coaching, on va dire. J'ai pris en charge Thomas, qui a fait des bonnes perfs. Et après, de fil en aiguille, bah, les gens ont demandé, etc. Et puis, on m'ont sollicité alors que je les connaissais pas, quoi. Donc, j'ai commencé un peu à réfléchir Ok. et à profiter de l'opportunité, on va dire. Donc ça, c'était en 2012, 13? Ouais, ça devait être 2013-14 même. Ok. Je sais pas, j'arrive pas trop à voir le niveau des dates. Et je sais que la première année où il a fait champion de France, bah, c'était le premier championnat de France Roux, où on s'est tous connus avec Clément et tout. Ouais. Il avait gagné la KT 66. Il y avait un beau match d'ailleurs, je me rappelle, avec quelqu'un qui est toujours dans le circuit, c'était Cyril Diago. Ah ouais? Ah, il était Ouais, en 66 aussi. ils se tiraient la bourre tous les deux, c'était marrant. Ok. On a gardé bon contact du coup avec Cyril. Et, Il est parti euh, en WPC après, puis il est et revenu. ouais, il est revenu, et là on s'est recroisés au championnat de France cette année, là. Ouais, en 74 du coup. Ouais. Et pas mauvais, il a fait une place Ouais, là. ouais, Il a bah, et fait je crois top même 5, qu'il non? a frôlé ou il a battu le record de France à un moment donné, je sais pas. Au Du squat, il a squat, ouais. testé, mais il a pas eu, je Ouais, crois. voilà. Donc il est encore dans le jeu, quoi. C'est marrant de voir. Hmm. Il fait partie des derniers avec Clément, lui, à participer encore au Ouais, championnat de France. ouais, ouais, c'est ça. Les Donc, reliques. ouais, c'est ça. Donc je me souviens à Port-la-Nouvelle, championnat de France. Il a fait ses records de France, sa qualif. Et puis après, il a été sélectionné. Et de là, après, il est parti au championnat d'Europe en 2016. C'était en Estonie. Je m'en rappelle, ouais. Ouais, c'était sympa. Bon souvenir. Et Thomas Loué, du coup, qui était bah, à l'époque le favori 66. Enfin, il était. Ouais, il avait pas trop. Il avait la concurrence à l'époque des premiers France avec Cyril Diago. Il y avait un autre mec de Toulouse, je sais plus comment il s'appelait, qu'on Ok, n'a pas revu après. Ils étaient trois, on va dire, à se tirer la bourre. Et puis voilà. Et après, bah, il a confirmé, il a gagné 2-3 championnats de France d'affilée après. ok, Donc c'est comme ça un peu que ça m'a mis le pied à l'étrier, on va dire, sur la partie coaching, prise en charge d'athlète. Et puis après, je me suis spécifié, je me suis formé et auto-formé, beaucoup, hmm. on va dire, autodidacte. Et puis voilà. Et Donc ça fait 10 ans de coaching, ouais. au Mhm. moment où tu as pris en charge Thomas, du coup, ton premier athlète, on va dire, Mhm. est-ce que toi, tu avais déjà été coaché avant ou pas? Ouais, mon premier, au début, c'était auto-coaching à la salle, entre nous. Il y avait toujours un peu les doyens, les anciens qui nous donnaient des conseils, quoi. Ouais. Après, qu'est-ce que j'ai eu comme. Le premier, c'était Connor Lutz, un Ah Canadien. ouais, je me rappelle. Connor Lutz, En ouais. 74. 74-83, il faisait. Ouais, il avait fait un truc au championnat du monde en Afrique du Sud, là, Ouais, ouais. quasiment les premiers mondiaux. Un podium, je pense, d'ailleurs. Je Enfin m'en bref. souviens parce que c'est un des premiers programmes que j'ai suivi. Il avait mis en ligne une Ouais, il fois avait un gratuite. petit truc en ligne, ouais, Je me qui était rappelle, pas c'était trop mal, ouais. sur 12 semaines. Ouais, Tu avais 8 et 12 semaines et tu avais un niveau avancé et un c'est niveau ça. débutant. Ouais, je me rappelle Je de ça. l'avais suivi, je me rappelle. Et je crois même que j'ai pas trop de souvenirs, mais je crois même que je l'avais suivi et c'est ce qui m'avait donné envie d'aller plus loin, quoi. Et tu sais que Le lui, pour process, etc. la petite anecdote, je sais plus avec qui c'était. Je crois que c'était déjà avec Victoria Polastri à Ouais, l'époque. En 2018, je crois. Et ben, on était en contact avec lui, avec Brice ouais, de Calgary ouais. et un troisième. Et on les C'était avait eu en Marc, contact, le troisième. peut-être, Un gars qui ouais. s'appelle Marc, Je ouais. sais, un Un chauve. diète, ouais. Ouais. Ouais, ouais, je vois qui c'est. Et un autre chauve encore. Et on les avait en contact et on devait organiser un séminaire chez Gilles Pinero à l'Iron. Oui, oui, j'en avais entendu parler par Gilles et par Benoît. Ouais. Et on devait les mettre nous, on faisait juste le lien en fait. Et Ouais, on devait créer le séminaire. Et sauf un peu au dernier moment, ils devaient faire une tournée en France et finalement ça avait été annulé. Donc ça on avait avait été dû pris. annuler le truc. Ouais, j'en ai entendu parler. Ça Mais date, ouais, hein? très bon coach aussi et beaucoup dans le partage et tout. Et puis c'est une autre culture en vrai. Ouais. Bah, Voilà. déjà, eux, ils étaient un peu en Oh, avance ils étaient par en rapport à avance. nous, niveau tu sais, Ouais, fréquence d'entraînement, exactement etc. sur le fait de faire des ranks de. Bah, ça va paraître fou, mais le fait de faire des top 7 déjà. Ouais, ouais, Et à ouais. l'époque, c'était un truc, tu fais quoi, pourquoi tu montes en charge? Tout Hmm. le monde était en 5x5, quoi, Ouais. j'exagère, mais c'était ça à l'époque, hein. À l'époque, le seul truc. Ah si, le premier programme que j'ai suivi, c'était le truc qu'on retrouvait le programme qu'on retrouvait dans le livre de Marc Vouillou. Ok. Et c'était aussi un de mes. Pas, il m'a pas coaché, mais ça a été quelqu'un qui a participé, on va dire,
à mon apprentissage du coaching. Tu le voyais Ouais, en réel? j'avais fait 2 séminaires avec lui et j'avais des échanges avec lui. Alors c'était un peu marrant, mais je pense que je suis pas le seul. C'était quelqu'un qui était un peu à l'ancienne. On s'écrivait des courriers. Ah Enfin, ouais, c'était par courrier avec ouais, lui. ouais. Il n'y avait pas de messagerie, de messenger, de tout ça, ni de mail. C'était des courriers. Il fallait écrire des courriers pour rentrer en communication avec lui. Énorme. Et il m'a beaucoup appris, ouais, un peu dans le process, mais surtout dans la prise en charge d'athlète, le côté mental, etc. Ok. Tout ce qui arrive autour, quoi, on va Sur la dire. confiance de Ouais. l'athlète, Et etc. beaucoup de charisme, Marc Bouillot. Ouais. Après, il y a eu Joseph Pognier aussi. Donc, je réfléchis à tout ça, là, Mhm. ouais, qui était en Île-de-France. Et Joseph, à un moment donné, bah, comme Gabriel, hein, Gabriel Beg, il a été coaché aussi par Joseph Pognier Ok. dans ses débuts. Alors, c'était d'autres méthodes, hein, mais c'est les premières personnes qui m'ont pris en charge avec donc Connor Lutz et qui m'ont inspiré, on va dire. Et Connor Lutz, si t'as coaché. Et Connor Lutz, ouais, il m'a Ok. coaché pendant, ça a duré quasiment un an, hein. Je crois même d'ailleurs que le premier France que j'ai fait, C'était avec lui. je crois que c'était avec lui, ouais. Et ça fonctionnait comment? C'était WhatsApp déjà ou pas? C'était Messenger, la com, et il y avait déjà un Drive, Ok. un Excel. Comme quoi ils étaient vraiment en Ah avance. non, c'était pas un Drive, c'était des fichiers Excel qu'il envoyait toutes les semaines. Une Par mail. semaine, un fichier, ouais. Ok. Par Messenger, c'est tout. Ok. Ouais. Donc, ouais, Connor Lutz. Après, ils avaient. Bah, du coup, ils sont au Canada, ces mecs-là, et ils avaient Ouais. vachement l'influence américaine aussi, Ouais, ouais, bah, c'est une autre culture. On voyait qu'ils avaient de l'avance sur l'expérience, en fait, carrément. sur le process, etc. Et ok, donc Connor Lutz, Vouillot, etc. Après, est-ce que t'en as eu d'autres? Ouais, entre-temps, j'ai eu, avec RTS, c'était Ross Lepala. Ça a duré un an. Je crois que c'est l'année où je suis venu ici, d'ailleurs. Je suis resté un moment sans coach, en auto-coaching. Mhm. Et après, c'est l'année où je suis venu à La Réunion, où j'ai quitté Paris. C'était Ross Lepala, ça a duré 10 mois, un truc comme ça. Sur RTS. Sur RTS, ouais. T'en as pensé quoi? C'est très industriel, on va dire, mais c'est très rodé aussi. Donc on voit qu'ils ont une grosse expérience. Ok. Mais c'est vrai que c'est assez figé, quoi. C'est-à-dire qu'on voit qu'ils ont un certain volume d'athlètes et qu'ils ont un process et qu'ils peuvent pas non plus Trop en sortir, trop quoi. en sortir. Ils individualisent, hein, c'est pas Mhm. le sujet, mais ils ont leur méthode à eux, ce qui est très bien. Mais Qui voilà. fonctionne. Ouais. Ok. Et t'avais du coup les RPE constants sur toutes les semaines, en Ouais. répétant le même schéma? Donc c'était un process au RPE, donc pas de pourcentage, pas de charge imposée au RPE et à la forme du jour. Et c'était des blocs qui variaient de 3 à 6 semaines suivant l'objectif, Ok. avec des fois des blocs même de plusieurs semaines de transition, des blocs pivots. Et puis j'ai beaucoup appris avec eux parce que du coup c'est très. Et j'avais même fait une classroom Ouais. avec eux. Bah, c'est la Euh, seule formation, enfin, que je connaisse, ouais, parce que bah, on est toujours en train de créer PowerMind, on a cherché un peu les ouais. formations qui existaient. C'est une des seules Ah, formations c'est au très structuré, monde hein. qui existe Mm. niveau Power, quoi. Bah, en termes de structure, c'est très structuré et très méthodique. C'est-à-dire qu'ils ont une méthodologie. Oui, ouais, C'est assez fastidieux même, mais une fois que c'est maîtrisé, ça c'est un fonctionne. gain de temps, ça Ouais. fonctionne et c'est régulier, quoi. Ben, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais je trouve que ce qui fonctionne bien à l'heure actuelle en termes de coaching niveau mondial, Mm. c'est quand même des structures qui ont un schéma vraiment type, avec un fonctionnement type, Ouais, ben on le et, voit. où il faut pas trop sortir du cadre, si tu C'est veux, tu ça. vois. Ben, on le voit sur les différentes plateformes, que ce soit en Europe ou RTS, en TSG, etc., TSG c'est notamment. souvent le cas, hein. Bah, ils ont une méthode, ils l'appliquent, c'est pas ils la dupliquent, ils l'appliquent et ils l'individualisent Mm. forcément. Vu les résultats qu'ils ont, c'est évident, mais oui, c'est de la méthode. Pour avoir du volume d'athlètes Ouais. et du résultat à la fois, les deux combinés, tu es obligé d'avoir une méthode et une structure limite militaire, quoi, on va Mm. dire. Ok, et est-ce que tu as eu d'autres coachs après? Je me souviens d'un mec avec un squat très très large qui s'entraîne chez lui dans une cage à squat là. Putain, j'ai oublié le nom. T'as pas été coaché par lui? Un Un anglais, un blond. américain? Non, un américain. Ah, je vois de qui tu parles, mais il m'a pas coaché, c'est Wolson, Wilson? t'as pas été coaché. Non, Ah non, c'est Flo. c'est Flo C'est qui a pour été ça, il est coaché par chauve lui. aussi, je Ouais. confonds. Mais je vois qui c'est lui, mais quand t'as dit ça, très large, machin. Ok. Je vois qui c'est, mais non. Et après, j'ai eu une période encore sans coach. Et après, je suis passé chez Bimor. Ah oui, c'est vrai. Et j'ai eu Philippe René, qui est toujours mon coach d'ailleurs, depuis maintenant, attends, 3 ans quasiment. Je crois qu'on est à la Ok. troisième année. Donc je crois que c'est la première fois que je reste aussi longtemps avec un coach. Que j'ai des objectifs ou pas d'objectifs, ça marche bien avec Ça te permet de Philippe. te donner un cadre. Ouais, ça me donne un cadre et puis je suis libéré psychologiquement. C'est des discussions qu'on a souvent avec les autres coachs. L'auto-coaching, c'est là où j'ai le moins progressé au final. Moi aussi. Donc, pas très objectif généralement. Je me mets vite dans le mur et dans le rouge. Donc, du coup, voilà, j'ai
par maturité, j'ai pris un coach et j'ai décidé de le garder, à qui ça marche bien. En plus, Philippe, il a une double casquette, c'est-à-dire qu'il est kiné et coach en power. Donc il a une approche, quand tu as expérimenté, où il va être assez conservateur, il va trouver les bons leviers, les bons exercices pour faire passer certaines inflammations, par exemple, ou autre. Ok. Donc, voilà. Selon toi, c'est quoi les biais en tant que coach quand tu fais de l'auto-coaching qui peuvent te limiter? Bah, enfin, pour moi, c'est surtout la, suivant la période où t'es, le moral. Si t'es bien, t'es un peu dans l'euphorie, Mhm. tu vas overshoot, pour faire Tu vas en simple. faire plus que ce qui est Voilà, prévu. soit en volume ou en intensité. Et à l'inverse, si t'es pas bien, bah, tu vas te sous-estimer et puis tu vas être sur la retenue alors que tu devrais pas. Ok. Donc c'est dur de trouver le bon juste milieu. Ça, c'est mon expérience propre et je pense qu'on est tous un peu pareil. Ouais, moi c'est pareil, hein. Enfin, je sais que à chaque fois que je me suis auto-coaché, Hmm, quand je me sentais bien, j'avais un format qui était prévu. Par exemple, 3 séries ouais. de back-off Tu derrière, rajoutes une je m'en série, rajoutais ouais, une, tu ou vois, une ou rep, alors ouais. je diminuais un petit peu le drop load. Et inversement, quand t'es fatigué, t'as pas envie de t'entraîner ou quoi, tu te dis, bon, il y a 3 x 5, allez, on va faire 2 x 5, ça Voilà. va rien changer dans tous les cas. Et en Ouais. fait, bah, cette flexibilité, c'est réellement ce qui t'amène bah, la non-progression, hein, Ben, ou c'est la ça. régression. Après, il y a aussi la dimension psychologique d'avoir un coach. Après, faut que le coach, il soit crédible aux yeux de l'athlète, entre Ouais, guillemets, pour essayer de l'impressionner ou de le rendre fier. Ou, bien enfin voilà, sûr. il y a tout ce sentiment-là d'appartenance qui fait que c'est important aussi sur l'approche, au-delà de la méthode, ou de rester objectif ou pas. Ça, c'est important d'avoir ce lien-là. Bah, il faut que ton athlète soit pas idole, tu vois, de son coach, Pas mais aller qu'il y ait jusque-là, ouais, une mais. dimension un petit peu de... Ouais, Ah, je sais pas comment dire. Pas de grandeur, tu vois, mais qui ait une image positive de la part c'est ça, ouais. du mec, quoi. Si t'as Et un, ça, c'est un gars important, qui ouais. s'entraîne plus depuis 15 ans, qui a coaché finalement pas grand monde, etc., c'est difficile de s'associer à ça, tu vois. C'est ça. Bah, il y aura moins de crédibilité, quoi, aux yeux de Clairement. l'athlète. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose d'important, ouais. Sans parler de niveau, hein, parce que c'est subjectif, je pense, mais, Non, ben regarde, enfin, mais on voilà. en est 2 exemples. On coach Bah des oui, mecs voilà. qui sont 10 fois plus forts que nous, tu vois. C'est ça. Mais c'est de la crédibilité, du respect à avoir envers le coach. Mm. Et ça rend le travail plus efficient, tout simplement. Puis même en tant que coach, tu vois, enfin moi c'est ce que je répète assez souvent, mais tu réfléchis tellement pour les autres. Je sais Mm. pas, Ah oui, non, mais tu peux pas tu suis réfléchir pour 40 toi, après t'en as personnes, marre. 50 Ouais. personnes, peu importe. Mm. Bah, c'est 50 fois où tu vas ouvrir un nouveau fichier pour créer Ouais. quelque chose. T'as même plus envie de le faire pour toi, tu vois. Encore moins pour toi, ouais. Ouais. Ouais, puis t'as bouffé de la prog, du process, de la force pendant toute la journée, entre guillemets. Tu dois pour ton loisir, le faire aussi, Mm. c'est dur. C'est clair. Juste pour revenir sur les athlètes que tu as pu ou que tu encadres à l'heure actuelle, Mm. euh, tu nous as parlé de Thomas un petit peu. Ouais, Sur la partie un peu haut niveau, on va dire, ou France Plus, France Plus, ouais. t'as eu qui ou t'as qui à l'heure Il y a actuelle? eu Anthony Costarigo sur sa dernière année junior. Qui avait fait les mondes d'ailleurs? Je crois qu'il avait fini 4e au monde, ouais. Quatrième, ouais, puisque j'y étais. Il y avait Ouais, Thomas qui avait fait 6, lui 4 ouais, c'était ça, ouais. au pied du podium là. Donc c'était une bonne expérience aussi avec Anthony. Ça, ouais, on a dû faire un an avec Anthony. Il avait fait un record de France au coucher aussi, enfin un titre en championnat de France, enfin j'ai plus trop. Et Il puis, avait le record de France ouais, en junior, en junior, 74. ouais. Tu sais que mon premier France, c'était contre lui. Ah ouais? J'avais fait mon France en 74, Ok. et du coup, il y avait Souleymane, Paul Ah oui, Ramboville, oui, oui, exact, ouais. Costa, qui avait fait le podium, Ouais, et moi, j'étais dans l'RKT, ouais. ouais, Anthony, ouais. Il y a eu Anthony. Après, en master, mais en bench only, c'était Sacha Huss. Ouais, euh, qui a fait il- monde. qui a fini premier à monde, ouais, Ouais. en master 74, ouais. Et qui a fait un PR. Après, lui, c'est pareil, ça fait longtemps qu'il pratique. Je crois qu'il a commencé avant moi. Ça va faire 15 ans qu'il fait du bench. Mhm. Et on avait fait le choix de cutter et de descendre en 74 pour les mondes. Et il a très bien réagi. Ça a été Donc, payant. ouais, c'était payant, il a même PR, alors que ça faisait 15 ans qu'il pratique. Ouais, Enfin, ça fait 15 ans qu'il pratique. Donc c'était une très bonne expérience aussi. Et puis là, récemment, Gab pour les Arnold. Et peut-être l'avenir, on verra d'autres j'espère. trucs. Ouais. On verra l'année prochaine, ouais. Gabriel, du coup, en 93, Hmm. qui fait partie pas du meilleur total français. Il a fait 8-10, là, c'est ça? Là, il a fait 8-10, ouais. Le record de France, il a 8-13. 8-18. 8-18. Je crois que c'est 8-18 le record de Ok. France, ouais. Oui, c'est 8-18 parce qu'on avait mis la barre pour faire 8-20 au Arnold. Ok. Donc ouais, Gabriel, ouais. Et Gabriel, ça fait 3 ans maintenant que je le coach. J'avais un peu arrêté le coaching à un moment donné, là, post-Covid, on va dire, parce que j'ai eu d'autres activités professionnelles qui m'ont pris beaucoup de temps et d'énergie.
Donc j'avais un peu arrêté. Et puis en vrai, c'est un peu, ouais, c'est Gabriel qui m'a redonné envie de coacher, de relancer le truc. Ok. On s'est retrouvés ensemble pour s'entraîner. C'était en 2021, si j'ai bonne mémoire. Et puis on s'était dit, bon, on s'entraîne au moins une fois par semaine ensemble, parce que lui comme moi, on avait des agendas pro assez chargés. Et on se retrouvait en fin de semaine, le vendredi, je me rappelle, on faisait une séance commune en SBD. Et je lui ai donné des programmes d'entraînement. On a fait une qualif France, c'était un championnat de la Réunion ensemble. Et on avait tous les deux eu le minimum moins de 93, bon lui largement du coup, Ah, mais il mais n'était c'est quand pas vous avez encore tiré sur ensemble, la ses... France. Et après on est venu 9 semaines après au championnat de France. J'étais là, ouais. C'était à la base, on avait dit on fait les régions de la Réunion, puis on arrête, on continue de s'entraîner, mais moins intensément, c'était très prenant. Et puis finalement, quand on a vu la dynamique que ça avait pris et tout, tous les deux, on avait trouvé un bon rythme. On est partis tous les deux du coup, et puis c'était une super expérience. 2022, ouais. Et toi, sur le fait de te qualifier ou de tirer dans la même caté que tes athlètes, moi j'ai souvent entendu des Mm. athlètes qui prenaient pas des coachs, car le coach tirait globalement au même niveau que l'athlète lui-même, et se disait que bah, il va y avoir peut-être potentiellement concurrence, ou que le Ouais, je vois. coach, Ou même prendre deux athlètes dans la même caté voilà, ou deux qui sont athlètes dans la même concurrents, c'est caté. Tu jamais vois, moi évident. j'ai déjà eu des discussions longues par rapport à ça, Mm. qui n'ont pas forcément abouti sur du coaching, mais des athlètes qui étaient freinés par ça. Qu'est-ce que tu répondrais, toi, dans ces situations-là? Bah, c'est au coach de gérer ça, en fait, cette situation et de transformer l'idée reçue de l'athlète qui pourrait être contre ça. C'est du management, le coaching, en fait. Ouais. Donc ça veut dire qu'il faut rassurer la personne et transformer ça en dynamique positive. C'est-à-dire se servir de cette pseudo-concurrence pour créer de l'émulation et de créer une dynamique. C'est ce qui s'est passé entre moi et Gabriel. Moi, je montais en 93, lui, je savais qu'il était en 93. Au final, on s'est retrouvés pour s'entraîner ensemble. Mm. Et on est concurrents, entre guillemets, même s'il n'y a pas de concurrence. Mais à l'époque, on avait quoi? 30 kilos d'écart sur le total, quoi. Ouais. Donc, c'était pas non plus déconnant. Mais, euh, mais au contraire, ça a créé de l'émulation. Moi, ça m'a poussé à m'accrocher pour pas trop me laisser distancer. Et puis lui, après, bah, ça lui donnait de l'élan. C'est-à-dire que moi, dans la dynamique où j'étais en 2022 aux France, je suis pas venu pour faire un podium, quoi. J'étais loin de ça. Mais je suis venu pour créer de la dynamique. Parce que je sais que, Montrer que tu te la mets toi aussi, ouais, tu vois. voilà, Ouais, tu donnes l'exemple en fait. bien sûr. C'est comme ça que tu es crédible. Et je passais systématiquement avant lui parce qu'il avait des barres plus élevées que moi. Donc tu ouvres la voie quelque part, en quelque sorte. Mm. Quand tu es coach athlète dans la même caté, moi c'est comme ça que je vois le truc. Et comme ça que je l'ai vécu avec Gabriel. Et prendre deux athlètes dans la même caté, ça me pose pas de problème. Clément, à la suite des France 2022, il m'avait dit, bon, je finis la prépa, mais après je reviens. Moi je savais que j'avais Gabriel et il savait aussi que j'avais Gabriel, mais pour moi c'était pas un problème. Je n'ai même pas parlé à Gabriel, je n'ai même pas parlé à Clément que j'avais l'un et l'autre. Pour moi ça se fait tout seul. Et ils Ok. se connaissaient même pas. Ouais, ils se connaissaient pas en plus à l'époque. Ils se sont connus au championnat de France. Et puis maintenant ils s'entendent bien. Maintenant, ils sont potes. Ouais, voilà. Donc, je pense pas que ce soit un problème en soi. En fait, à partir du moment où tu as un coach qui est, entre guillemets, Mm. bien fait mentalement, tu vois, enfin, t'as pas de questions à Ah te oui, après, poser, il faut puisque animer les choses correctement, créer de l'émulation, et puis s'adapter au profil aussi, parce que ce qu'il les faut profils sont comprendre dans différents. tout ça, c'est que nous, via notre job, notre intérêt, c'est que chacun soit son plein C'est potentiel, ça. son meilleur niveau, Mm. fasse la meilleure place possible ou le meilleur total possible. Et il y a dans aucun cas, enfin en tout cas pour nous deux, tu vas privilégier la prépa de l'un par rapport à Mm. l'autre pour que l'autre soit plus fort que, tu vois, Non, enfin ça se fait pas. non, faut s'en servir même d'un levier de progression. Ça se Mm. trouve, c'est peut-être des choses qui ont permis à Clément et à Gabriel de se créer une dynamique. Là, Clément, il vient régulièrement ici en séjour et on s'entraîne tous ensemble, et ça crée une dynamique positive. Ouais. Gabriel, quand il y a Clément, ça crée de l'émulation et vice-versa, tu vois. Donc, c'est ouais, une dynamique positive. Moi, j'appelle ça comme ça. Ouais. Nous, chez OPT, on a très souvent, tu vois, à chaque championnat de France, on a tout le temps des matchs internes à Ouais, l'équipe, tu vois. bien sûr. Et on a un coach qui gère l'un en Mm. 74 et idem. Là, en 83, on avait Thomas et Célian. En 74, Ouais. on en avait d'autres. Et, euh, et ce qui est bien, c'est qu'à aucun moment, sur les 6 dernières années où on a coaché, à aucun moment, il y en a un qui s'est pas entendu avec son Non, non, au concurrent, final, entre non. guillemets. Au contraire, ils sont même plus Mm. proches et complices, Ça tu crée de vois. la complicité, exactement, c'est ce que j'allais dire. Tu les vois en salle de chauffe ou Mm. post-compète, ils se font des accolades, ils sont proches les uns des autres, ils discutent, et puis même ils se taillent un petit peu, tu vois, Ouais, par bien sûr. story interposée, ils Ça chambre, ouais. s'identifient, etc. Mais ça crée de la cohésion. C'est un sport individuel, mais il y a de la cohésion de Bien groupe. sûr. Bah, Donc, ça seul, crée cette franchement, cohésion. c'est une phrase bateau, mais seul, t'avances pas, Non, hein. bah, là, encore plus en force, ouais. Moi, Ouais. je vois quand je suis arrivé un peu ici, je me suis entraîné un peu seul, et il y avait
pas cette dynamique qui est actuellement à La Réunion. Bah, c'était dur hein, quand même pour trouver du sens, aller à la salle, aller s'entraîner après le boulot, etc. Donc c'était pas forcément évident, hein. Ça se fait, mais tu essayes de te raccrocher sur d'autres sources de motivation du coup. Bien sûr. Euh, Juste pour revenir sur un truc, tu disais que bah, toi et Gab, vous aviez un emploi du temps assez chargé en parallèle, etc. Ouais. Euh, Toi, à l'heure actuelle, tu vis du coup du coaching sur une partie Mm. et de l'autre, qu'est-ce que tu fais Mon métier, c'est manager. Alors, le nom de mon poste, c'est directeur dans la société où je travaille. C'est une société privée qui rayonne à l'échelle mondiale. On fait de la prestation de services sur l'immobilier et le contrôle technique, le Ok. contrôle construction. Donc, c'est une société privée française et puis je suis manager du coup et je dirige l'agence d'une entité donc sur La Réunion et Mayotte dans l'océan Indien. Et est-ce que ce poste de manager, tu l'as eu et t'as exercé avant de faire du coaching? Non, non, c'est quand je suis venu à La Réunion, ça. Moi, à la base, dans cette société-là, j'étais apprenti. Puis Ok. on va dire, enfin, sans être carriériste, j'ai gravi les échelons, on va dire, en étant technicien, chargé d'affaires, chef de groupe et puis directeur. Et je suis rentré en 2008 dans cette société. Donc voilà, et puis ça m'a permis. Mais c'est marrant parce que j'en ai déjà parlé à quelqu'un, mais je pense que mon métier et enfin, mon métier primaire, on va dire, de manager et mon métier de coach, les deux sont Ah, complémentaires c'est et là où je voulais en venir. ça crée de la synergie. Et je pense que j'aurais pas eu, entre guillemets, la carrière que j'ai professionnelle dans la société que j'ai parlé, si j'aurais pas eu l'expérience de coach. Parce que il y a des similitudes dans le Tu management trouves et des dans le liens sur coaching, les deux. et tu trouves des liens. Et une expérience dans une de mes activités va m'inspirer pour Bien l'autre. sûr. Et ça crée une synergie sur mes activités pro, ouais, Est-ce clairement. que tu trouves que parfois, du coup, dans ton job de manager sur ta société Mm. annexe à la force, est-ce que tu retrouves des cas où tu vas peut-être leur parler comme des Ouais, sportifs bah, clairement, ouais. ouais, ou des Ouais, compétiteurs, après, ouais? voilà, bah, je suis compétiteur et je suis, on va dire, conquérant dans l'âme. Ça, c'est quelque chose qui m'anime depuis toujours. J'ai grandi dans cet environnement-là, on va dire. Ouais. Et, et c'est quelque chose que je véhicule instinctivement et qui grandit avec le coaching qui grandit avec le coaching, l'activité de coaching qui grandit et vice-versa avec l'activité de manager que j'ai à côté. Ok. Donc voilà. Pour moi, c'est Donc complémentaire. tu te sers de l'un Faut... et de l'autre, quoi. Ouais, exactement. Ok. T'as d'autres passions que la force ou pas? Ouais, j'aime bien voyager, mais c'est vrai que là, du coup, bon, je me sers des compétitions pour voyager, du coup, mais j'aime bien voyager, découvrir d'autres cultures. Je trouve ça enrichissant. C'est quoi le pays qui t'a le plus marqué? Il y en a deux, la Thaïlande et les États-Unis, de par la différence de culture avec l'Europe, quoi, on va Avec dire. ici? Ouais. Ouais, ou avec C'était assez marqué quand même. ouais, ouais, ouais. Ouais, positivement. Mais après, j'aimerais bien aller plus en Amérique du Sud, mais ouais, Ok. pour les prochaines fois. L'Afrique du Sud aussi, pas mal. T'y allais pour les mondes? Ouais, Bench, hein, c'était ça? Monde bench, ça tombait bien pour Gabriel, du coup. Donc, et puis une autre fois, j'avais fait les Arnold Classic d'ailleurs, ouais. Africa. Là-bas? Ouais, Ah ouais? ouais, ouais. J'avais fait les Arnold Classic en 2017, je crois. Mais t'as coaché? Non, non, j'avais participé. Et comment En tu... étant hors département. T'avais Hors pas trouvé une département. Hors. compétition plus proche? Non, je sais plus pourquoi je suis allé là. En fait, j'avais contacté l'organisateur alors à l'époque, ils étaient IPF. Les Arnold Classic Africa étaient IPF. Là, ils le sont plus. Hmm. En fait, c'est WPC qui fait Ouais. Arnold Classic, donc c'est compliqué. Et j'avais demandé déjà autorisation à la fédération française pour que je participe, parce que du coup, tu représentes une nation. Hmm. Mais il m'avait dit oui, vous pouvez participer, mais en gros, sans représenter la France, quoi, en fait, tout simplement. Et j'avais demandé aux organisateurs, voilà, je suis à La Réunion, ils savent, ils connaissent. Est-ce qu'on peut venir? Ils m'avaient accepté. Ah mais oui, t'étais déjà ici. Ouais, j'étais Du c'était coup, un c'est an à assez La Réunion, proche. ah ouais. Vous avez combien de temps C'était la première d'avion? année où j'étais à La Réunion. Il y a combien de vols? Il y a 2 heures de vol, Ouais, 2 heures et voilà, demie. c'est juste à côté. Ouais, c'est juste à Ok, je côté. pensais que Et t'étais c'était encore en sur France. Johannesburg en plus, donc t'atterris, tu fais la compète, c'était top. C'est une bonne expérience. Ok, ouais, t'en as profité pour Bon, aller après, là-bas. c'est pas les Arnold classiques qu'on a en Europe, hein, ça n'a rien à voir, hein. T'en as Mais pensé c'est un quoi bel du événement. dernier Arnold là? Tu trouvais que c'était bien organisé, etc. Ouais, globalement, ça allait. Il y a eu des petits couacs au niveau de l'organisation, mais par contre, très très bien accueillis par Hmm. la fédération anglaise. On a été agréablement surpris. Ouais, Et ouais, très bonne ambiance, que ce soit entre les Français, et puis même globalement sur la compète, c'est un super événement, une super expérience. Ouais. Ouais. cool. Nous, on y était allé, c'était à Birmingham. Ouais. C'était là-bas, vous aussi, ou pas? Non. Non? Attends.
Petite coupure dans le podcast pour vous rappeler que l'on propose des services de coaching en force athlétique. Alors si vous voulez augmenter votre total avec un suivi individualisé, avec des retours techniques réguliers et un coach réellement investi dans votre pratique, n'hésitez pas à nous contacter. On vous accueillera avec plaisir dans l'équipe OPT. Je vous laisse avec la suite de l'épisode. Si, c'était Birmingham, si. Ouais, si. nous, c'était dans le grand Birmingham hall, là. aussi, ouais. Ouais. On y était allé l'année d'avant ou celle d'encore avant. Ouais. Et franchement, c'était bien. Il y a tout le salon à côté, etc. Ouais, ça, il y a une bonne dynamique. Et ouais. juste la salle de chauffe qui était très petite. Je sais pas s'ils avaient Ah oui, corrigé ouais. ça. Par C'était contre, un couloir. Alors là, non, c'était un carré. Ok. Mais j'avais vécu ça au Arnold Classic Africa où c'était un couloir, c'était très compliqué. Mais Ouais. là, non, c'était un carré avec quatre combinés. Et les uns, enfin en carré quoi. Donc, c'était Surtout bien. avec les gros Un peu combos serré, Rogue. mais ouais, ça prend C'est de la des place. camions. Ouais, ça prend de la place effectivement. Et Non, non, un c'était peu très bien serré. organisé, puis bonne ambiance. Encore une fois, très bien accueilli, le speaker et tout, était top. Enfin voilà, Mm. c'était bien. Ok. Autre sujet, j'en profite du fait que bah, du coup tu as commencé ce sport-là en 2008-2009, Ouais. tu m'as dit. J'aimerais bien qu'on puisse voir ensemble, pour toi en tout cas, même si ça va être vague au départ, quelles sont un peu les différences entre les débuts et maintenant, et surtout l'évolution que ça a pris, Ouais. selon toi, du coup la discipline de la force athlétique en France ou même niveau mondial. Mhm. Pour toi, c'est quoi l'élément en tout cas qui te choque entre guillemets entre maintenant et avant? Bon, c'est le nombre de pratiquants, clairement. Ouais. Ouais. Avant, c'était un milieu où on se connaissait tous. On arrivait à une finale France, on se connaissait tous. Et c'était très restreint parce que c'était pas très ouvert, je pense, en termes d'accès. Il y avait les salles privées, les salles associatives, et ça, tu pouvais pas pratiquer la force dans une salle privée commerciale, quoi. Ok. C'est vachement démocratisé grâce au. Ben, il y a plein de gens en France et dans le monde qui ont, de par les réseaux sociaux, ont donné l'envie à d'autres de pratiquer et montré que c'est accessible à tout le monde, quel que soit le niveau de performance ou le niveau athlétique ou ce qu'on veut. Donc on va dire, ouais, le nombre de participants et de nouveaux réguliers qu'on a dans les disciplines de la force, ouais. Ça, c'est l'élément le plus marquant pour moi. Du coup, tu penses que c'est le fait que les personnes d'un œil extérieur puissent plus facilement se dire ah ben finalement c'est accessible même pour moi qui n'ai pas un gros niveau, Ouais. qui ne va pas participer aux France, je peux quand même pratiquer, même sans forcément faire de compétition et sans être dans un club Ouais. spécifique. Il y a ceux qui pratiquent pour eux-mêmes, pour leur loisir, ça participe à leur développement personnel. Gagner en force, c'est toujours gratifiant dans le développement personnel d'un individu, mais après, ça dépend les motivations de chacun. Mais il y a aussi le fait qu'on entendait beaucoup avant, on l'entend toujours, mais beaucoup moins, des gens qui disaient ouais, j'ai que, je sais pas, je dis au hasard, j'ai que 100 au squat, je Ouais. me sens pas crédible. En gros, je ferai des compétitions tant que je fais le jour où je ferai 150, par exemple. Ça, on l'entendait beaucoup avant, même systématiquement. Et maintenant, on l'entend toujours, mais Ouais. beaucoup moins, voire très peu. Je l'entends encore Ouais. et j'entends même je prendrai un coaching quand j'aurai le niveau France. Ouais, alors ça, je l'entendais tout le temps avant. Et ça, Mais je l'entends toujours, mais un peu moins. peut-être que Ouais. tu auras jamais le Ouais, niveau France la justement parce démarche que tu prends pas de coach, tu vois. est pas bonne, mais oui, c'est souvent des problèmes d'ego, quoi, ou de confiance en soi. Ouais, clairement. Mais ouais, et puis, je sais pas ce que tu leur réponds, mais franchement, le fait d'attendre un certain niveau pour arriver à faire de la compétition, Mm. Ce qu'il faut comprendre, c'est que justement, en faisant de la compétition Ça aide à y plus arriver. tôt, Ouais. ça va aider l'athlète à avoir un regard objectif et surtout jauger sa progression, tu vois, C'est ça. avoir quelque chose de valable. Et à chaque compétition, moi, je vois ça un petit peu comme un reset. On marque une ligne de plus, tu vois, Tout à et tu fait. repars d'une page blanche pour Ouais, c'est le repartir fait de derrière. construire quelque chose et de se servir d'une deadline, un objectif calendaire en fait, Mm. pour avancer, trouver du sens à aller à la salle. Ok, je vais à la salle parce que je dois être prêt pour là, en ce moment, nous c'est le 22 juin. Mm. Le 22 juin, j'ai une compétition, je dois être prêt pour cette compétition. L'athlète, au bout d'un moment, il sait que ça va être de plus en plus dur à chaque séance, chaque semaine, suivant les cycles, etc. Mais il sait pourquoi il va à la salle, quoi, en fait, tout simplement. Et ça crée une source de motivation et d'émulation supplémentaire. Bah, le Donc, fait le fait d'aller. de faire de la compétition, c'est vecteur de progression, forcément. Que ce soit une compétition avec soi-même, parce que l'objectif, c'est d'être une meilleure version de soi-même d'une compétition à l'autre, Ouais. par la force. Et c'est quantifié, c'est une charge, on peut pas tricher. C'est pas comme un combat, un sport de combat où ça dépend de l'adversaire. Enfin, voilà, c'est quantifié. Donc, il y a une charge, donc ça permet de mesurer le progrès, en fait. Et Ce surtout, qui donne c'est du sens. quantifié avec un standard. Avec un standard, tout à Parce fait. que tu peux le Oui, bien quantifier sûr. à Oui, l'entraînement. Mais si tu descends moins et que tu fais plus ta claque. d'où l'intérêt de faire de la compétition, voilà, c'est d'être toujours dans les mêmes standards et dans le même cadre pour mesurer ça, en fait. Ouais.
Personnellement, quand je fais les appels de départ, tu vois, pour les débuts de coaching, Ouais, je demande toujours le 1RM en entraînement ouais, moi aussi. Ouais. et en compétition. Et Ouais. ma référence, moi, c'est le 1RM de compétition. Ah bah oui, c'est ça. Euh, La réalité, la vérité, c'est le plateau. Tout et à fait. et c'est vraiment là-dessus qu'il faut se baser parce que, surtout quand Oui, tu vois des gros écarts. ouais. Si les perfs datent à peu près de la même période Mm. et que tu as un squat à 150 et un squat à 180, tu te dis, là, il s'est passé un truc, tu Ouais, vois. faut Peut-être que creuser, tu ouais. descends moins à l'entraînement. Ouais, oui, ça arrive souvent, ça. Ouais. Mais C'est fréquent. ouais, c'est des discussions que j'ai souvent avec les athlètes. Moi, on me sort un PR, bah, moi, à l'entraînement, moi je dis non, ton PR c'est tant parce que tu l'as fait à Et ouais, l'entraînement dans les conditions. Puis on verra la prochaine compète. Mais exactement. c'est des sujets que j'ai fréquemment, ouais. De discussion avec les athlètes ou même de mon périmètre ou même des athlètes que je coache pas. Ouais. Clairement. Euh, Est-ce que tu arrives à... Si je te demande le cas qui t'a posé le plus de soucis en coaching sur peut-être une progression qui était difficile à relancer ou un cas spécifique avec une blessure ou autre, est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient en tête et Ouais. comment tu as pu trouver des solutions pour y Bah remédier? justement, je crois que c'est le seul où j'ai pas trouvé de solution. Ah, Pas vraiment. Il y a eu une progression, mais beaucoup moindre qu'à l'habitude ou que les autres. Mais bah, c'était un levier psychologique mental et je sentais que l'athlète n'était pas ouvert à la discussion et à l'échange. Bah, peut-être qu'après, j'ai peut-être pas la bonne personne, tout simplement, hmm, hein, que c'est peut-être pas même corps de métier, tout simplement. Mais et quand c'est un levier mental et que c'est un facteur psycho? psychologique, c'est hyper dur. Donc là, on voit l'émergence des préparateurs mentaux et c'est très bien dans le Ça va sport. être le... C'est le Enfin, on le prochain dit corps de déjà, métier, ouais. mais dans les 3 prochaines années, Il y a ça va 5-6 ans, faire il y a un eu gros plus. la kiné réhab, en Ouais, plus du coach. Et là, on va voir le coach, le kiné réhab, et le et les prépa diète. mentales, et le diète, Hmm, bien sûr, le diète aussi. Mais voilà, c'est le futur, la future sphère qui va se développer ouais. autour de la performance, c'est sûr, en force. C'est clair. Et c'est important, je Et pense. du coup, cette personne était en stagnation, peu importe les schémas que tu pouvais Ouais, ouais, utiliser. alors je pense qu'il y avait des éléments annexes au sport qui étaient trop envahissants. Souvent, le sport, ça permet d'oublier les soucis du Ouais. quotidien. Mais là, à mon avis, c'était trop envahissant. Et en plus, j'étais à distance, c'était pas quelqu'un d'ici de la région. Mm. Donc, je ne pouvais pas vivre et véhiculer quelque chose, on va dire une bonne vibe à travers WhatsApp, quoi. Même si on faisait des visios, etc. Tu vois des Donc, ça, grosses c'est dur. Hein. limitations entre tes athlètes que tu as à la Réunion et le Oui, oui. distanciel? Oui. Enfin, il y a. J'ai jamais mesuré d'écart d'évolution, de delta, on va dire, de progression. Mais forcément, là, il y a une émulation à la réunion qui fait que on se croise en compétition ou à la salle. Et il y a une dimension de proximité qui est forte et qui crée une dynamique positive, ouais. Ouais, C'est un clairement. gros Ouais. plus, je trouve, hein. Oui, oui. Ouais. Euh, La proximité, c'est important. Ouais. ouais. Nous, enfin, moi, je sais que je m'y attache vraiment à ça. Et tous les athlètes qui sont un peu dans mon secteur, ou même ceux qui peuvent se déplacer à Mm, Montpellier, mm, dans ma salle, etc., au plus souvent je les vois, au mieux c'est. Et je sens vraiment la différence quand on arrive en compétition mm. entre quelqu'un que j'ai jamais vu ou que je vois une fois par an sur la Ouais, compète, tout à fait. versus quelqu'un qui vient plusieurs fois me voir en présentiel. Mm. Bah, le lien, la façon Ouais. d'échanger, la proximité, même quand l'athlète se confie par rapport à une sensation de barre ou quoi, tu vois, sur Ouais, tu comprends une tout de gamme suite. Même des montante, fois, un regard, une attitude, tu comprends tout de franchement, suite. ça fait une grosse Mm. différence, Ouais, clairement. clairement, ça On fait une peut faire différence. du bon boulot en distanciel, sinon on ferait pas ça depuis des années, Mm, mm. mais par contre, on a quand même un Ah plus oui, c'est quand... clair. Bah, le distanciel a fait aussi a participé à faire exploser la discipline, je ouais, pense aussi, clairement. Mais parce qu'avant, c'était tout en présentiel dans les salles associatives, justement. bah, voilà, c'était le... Mais ouais, c'est un des premiers vecteurs de progression de notre sport, je pense, c'est le coaching à distance, même si c'est pas le top, comme on vient de le dire, mais c'est quand même quelque chose qui a permis d'étendre la discipline, quoi. Mm, clairement. Et même quand tu as une équipe au sein des athlètes entre eux, nous, Ouais. du coup, on s'attache à faire des stages de cohésion, Mm. etc. Et au début, on ne voyait pas vraiment de différence. Mais là, ça fait du coup plusieurs années qu'on le fait. Et idem, quand là, sur les derniers championnats de France, quand les athlètes se retrouvent Ouais, ça crée quelque entre chose. eux et qu'ils se sont déjà connus Ouais. avant en extérieur, c'est vraiment un gros plus sur la dynamique de groupe, tu vois. Exactement, la dynamique de groupe qui est forcément positive, ouais. Ouais. Et sur le côté réunion, donc toi, tu es ici depuis combien de temps? Je suis arrivé, je suis sur la 7e année, là, si je dis pas de bêtises. Oui, 7e année. Ok. Et toi, là, à l'heure actuelle, si tu dois définir un peu ton rôle et ta mission avec la FA à La Réunion, c'est quoi? Ben, j'ai pas,
Enfin, là, on a créé un club avec Gabriel, du coup, Ouais. maintenant on est 60 compétiteurs licenciés. Vous êtes parti de zéro? Ah oui, on est Ou parti vous de l'avez zéro. repris? Non? Non, non, on a créé tout de A à Z. On a fait des partenariats avec notamment la boxe de CrossFit qui nous accueille. Mais ouais, j'essaye de dynamiser la discipline à La Réunion, de la structurer, de participer à la structurer. Je suis pas tout seul, hein. Gabriel en fait une partie, les gens de la ligue actuelle en font une partie et on construit tout ça avant nous, hein. Et nous, on essaye de le bonifier et de le potentialiser en fait. C'est-à-dire tout ce qui est. Enfin, c'est vrai que c'est déjà une ligue qui était mature à La Réunion, avec très peu de communication et très peu de visibilité, encore une Ouais. fois, mais comme partout au final. Et c'est vrai que nous, avec notre nouvelle façon de communiquer, de se relier entre nous par les réseaux, etc., ça a pris une proportion qu'on n'aurait pas espéré il y a 4-5 ans, quoi. Même il y a 3 ans avec Gabriel, quand on a commencé à vraiment se lancer. À la base, on s'entraînait ensemble, qu'on était Mhm. partenaires d'entraînement. Et puis, assez après, à force d'aller dans les salles commerciales, on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui s'identifiaient un peu à nous, ou qui regardaient ce qu'on faisait, qui voulaient faire la même chose, quoi. Donc on a vu, il y avait un truc à faire, quoi, tout simplement. Ok. Et ouais, le comité de La Réunion, je crois que c'est le 10e plus actif en nombre de licences de France. Ce qui est pas mal quand même pour un dôme. Vous avez combien de licenciés? Tu On, sais à peu près? on est autour de 250, Je vais juste fermer la fenêtre. 250, 300, ouais, environ. 250, 300. Ouais, on est entre 250 et 300 Et dans ton club, de mémoire. 70. Ouais. Enfin, faudrait regarder sur le site de la Fédé, là, j'ai l'accès. Mais de mémoire, la dernière fois que j'avais regardé, on était dans les 250 plutôt même. Ok. Et dans notre club, ouais, on est actif actuellement, on est 61, je crois, Ok. en licence compétition. Et là, du coup, ton objectif ou vos objectifs, peut-être au sein du club ou même sur la Fédé, parce que du coup, tu commences à prendre une part là-dessus, ce serait quoi? Bah là, donc c'est l'année olympique, on est dans la phase de transition là, des membres de bureau, etc. Donc il va y avoir un renouveau là au niveau de la ligue. Donc c'est de poursuivre le développement de la ligue et ce qu'ont dit les anciens, Ouais. et d'avoir une période de transition. Et, et après, moi, en tant que coach, mon objectif, c'est plus, parce que c'est ce qui m'anime en fait. À terme, j'aimerais bien qu'il y ait un Réunionnais, un membre de la Ligue de la Réunion, Par KT. par KT au championnat de France. Ça, c'est un truc que j'ai en tête, quoi. C'est dans ma tête quelque part, et puis j'aimerais bien qu'on y arrive, quoi. Et à l'heure Alors, actuelle, il y a le. Alors, l'an dernier, c'est 2022, 2023, 2023. 2023, on avait 5 personnes qualifiées au niveau du club qui En avait les open. minima, mais on a pu se déplacer qu'à 2, quoi. Ouais. Parce qu'il y a aussi une réalité financière. Bah, les coûts, ouais. On a des subventions, on en parlait un petit peu là, et on arrive à avoir des aides, mais pas assez pour tout le monde, quoi. Donc il y a le côté sportif, faut arriver au minima, mais c'est pas le plus dur en fait, j'ai envie de dire. C'est pouvoir se déplacer Ouais, aussi, quoi. c'est de pouvoir se déplacer. Là actuellement, pour les prochains France, il y a un 59, un 66, deux 74 potentiels. Alors je parle dans mon club, les autres clubs je maîtrise pas. Ouais. 83 pour l'instant non, 93 il y a Gab, il y a un 105 potentiel aussi. C'est bien, vous En open. commencez à remplir. Ouais, en open. Et après, il y a les juniors. Les juniors, il y en a aussi pas mal là qui ont un fort potentiel, qui progressent vite, et qui sont dans une dynamique aussi. Et on voit que justement, on commence à avoir deux générations. Il y a la mienne et celle de Gab. Ouais. Et puis la nouvelle génération de juniors là qui commence à arriver et qui sont autonomes en termes d'émulation. Ils se retrouvent, ils s'entraînent entre eux, etc. Et c'est bien, il y a une bonne dynamique. C'est Donc, notamment. je pense qu'à terme, on pourrait venir à 10, quoi, potentiellement. C'est la génération qui, du coup, est née un petit peu de ce qu'on a dit avant avec les réseaux sociaux Ouais, et ouais. justement cette dynamique distancielle et. Clairement, ouais. Clairement, ils sont vecteurs aussi, puis ils transmettent maintenant. On a des sub-juniors qui viennent en nous disant à la ligue, enfin moi je tiens un peu 2-3 réseaux là, de la ligue, qui communiquent, et puis en parlant avec eux, ils s'identifient à un junior de la ligue. Enfin, tu vois, Ok. il commence à y avoir cette dynamique aussi qui se crée. Donc ouais, l'objectif il est là, quoi, d'arriver à être le plus présent possible euh, au niveau des championnats nationaux. Mais on en a eu quand même, on a eu Kenzo Tiburce. Donc ça, c'est un athlète de Sainte-Marie, un autre club, Ok. il est 2 fois champion de France sub-junior 59, champion d'Europe aussi. Ouais. Et c'est un Réunionnais aussi. Voilà, maintenant, il vit en métropole, mais voilà. Il y a des dynamiques qui sont réparties sur l'île, quoi. Donc c'est ça qui est intéressant. Et là, récemment, on a Noah Nativel qui a gagné
sa médaille d'argent au championnat de France pour sa deuxième compétition seulement. Donc, Beau compétiteur. il y a aussi, ouais, Ouais. très beau compétiteur. Ouais. Et il y a un patrimoine. Moi, j'avais déjà dit une interview avec Flo. Dans les DOM, en fait, il y a un patrimoine génétique de par C'est ce l'histoire que j'allais te demander, ouais. qui est énorme. On le voit. Est-ce que tu les trouves des origines. différences entre Ouais, clairement. justement la métropole et ici? Ouais, clairement. Voilà, la métropole, il y a aussi beaucoup de mixité, hein, c'est notre histoire. Mhm. Et c'est très bien, mais dans les DOM, un peu plus. On a des origines malgaches, on a des origines africaines, on a des origines un peu asiatiques aussi sur l'île, qui font que bah, c'est la génétique, quoi. Ils ont des qualités musculaires ou des qualités de levier, et on le voit tout de suite à l'entraînement, quoi. Donc là, ouais, il y a à exploiter, comme on dit. Faut exploiter. Il y a du potentiel, faut le faire Clairement. monter maintenant. Ouais, c'est ça. Donc c'est pour ça on rayonne dans toutes les sphères un peu de l'organisation des compétitions par la ligue, le coaching, créer un club structuré, créer une dynamique. Ben, là, on est en train de mettre en place des stages de perfectionnement avec la ligue pour les athlètes qui n'osent pas se lancer, justement, on parlait tout à l'heure. Le stage permettrait de leur mettre le pied à l'étrier, quoi, et de leur montrer que c'est possible. Donc, Ça, c'est ce serait toi qui les animerais? Ouais. Donc ça avec la ligue et le club, du coup, on animerait ces stages. Et c'est marrant, du coup, il y a déjà des premiers inscrits là, et c'était des gens qui me disaient qu'ils ne se sentaient pas crédibles qu'ils viennent en stage. Donc, on espère que ça leur donnera l'envie d'aller plus loin, quoi. Ok. Est-ce que tu arrives à isoler ton meilleur souvenir en tant que coach? Ouais, on m'a déjà posé cette question, mais non, j'arrive pas. Non? Ouais, j'arrive pas. J'en ai plusieurs. Allez, top 3. Allez, top 3. Ils sont pas dans l'ordre, hein. C'est les Ouais. 3 meilleurs, mais il n'y a pas de classement hiérarchique. France 2022 avec Gab. D'avoir participé et coaché en Ouais, même temps? ça m'est arrivé en même temps que la même situation, pardon, ça m'est arrivé sur mes premiers France avec Thomas Loué. Ouais. Mais on n'était pas dans la même caté. Lui, il passait la veille, moi le lendemain. Mais là, on est passé le même jour dans la même caté, c'était T'as encore fait les un deux, autre ouais. sentiment. Donc, c'est 2 souvenirs, premier France avec Thomas Loué et premier France avec Gab. Et puis, bon, il y a les Harley classiques, mais bon, c'est un peu différent. Et puis, les France 2019 avec le titre de Clément. Ouais, C'était un bon exact. souvenir. Et j'étais présent aussi, je participais en 83. Et c'était ma première année ou ma deuxième année à La Réunion. Là, tu coachais J'étais- Clément, là. Je coachais Clément, ouais, c'était sa première année, si je dis pas de bêtises. Ouais. Après, il a stoppé Il et avait après, fait il a une repris. qualif, on avait débugué son squat là, et puis il avait explosé là au squat, au bench, même au terre. Ça avait bien réagi pour les France, ouais, à Nantes. Ok. Mes 3 meilleurs souvenirs, ouais, c'est ça. C'était mes premiers France en tant que coach en Open, d'ailleurs. Les 2019 Ouais, à c'était vu, Nantes. ouais, je me rappelle. Ouais. Ouais. J'avais Inès. Ah oui, Tu te rappelles? ouais, je me Elle rappelle. a arrêté après, parce qu'elle est partie à l'armée. Ok. Mais elle, pareil, gros potentiel, parce qu'on en parlait il y a quelques jours. Euh, Elle faisait 80 kilos, donc elle aurait pu être en moins de 76, tu vois. Et elle faisait déjà 180, 85 et À l'époque, 200. c'était énorme. Et mais même encore Même à l'heure encore maintenant, actuelle, elle est en moins de elle serait 76, dans le elle jeu. fait top 3. Ouais. Alors que c'était il y a 5 ans. Ok, et ensuite, est-ce que tu arrives à voir une erreur que tu as pu faire en termes de coaching? Ça, c'est plus difficile à... Sur un match? Sur un match, en termes de programmation, en termes de gestion d'athlète ou quoi. On en parle moins souvent, mais c'est bien aussi Sur un match, d'évoquer je pense les erreurs, tu vois. Pas que j'ai, sur les choix de barre ou autre, ou le timing, etc., je pense pas que j'ai déjà fauté. Je m'en souviendrai, je pense. Mais non, je pense pas. Sur des matchs qui ont de l'enjeu, quoi. Ouais. Après, c'est pas. Il peut y avoir des erreurs de choix de barre en étant trop conservateur ou à l'inverse. Mais sur des matchs avec de l'enjeu, non. Et sur le côté coaching, j'ai pas le souvenir non plus, mais je dois en avoir des choses que j'aurais pu mieux faire qui m'ont inspiré, Ouais. qui m'ont servi. Mais là, comme ça, j'ai pas d'exemple en tête. Ok. Mais je dois en avoir, oui. C'est ce qui nourrit notre expérience, de toute manière. Bien sûr. Les erreurs, faut être bête, entre guillemets, pour penser qu'on n'en fait jamais, tu vois. Ouais, T'es des fois, obligé peut-être d'en c'était faire. plus sur l'orientation des objectifs, peut-être. Des fois, peut-être Ouais. à un moment donné, peut-être que ils enchaînaient trop les compétitions, les athlètes, et maintenant, j'essaie de raisonner et de les préserver sur le choix des compétitions. C'est quoi, combien de compètes par an, toi, tu conseilles Ça maximum? dépend le niveau d'expérience, mais quand ils se lancent, moi je dis 3 c'est bien, même 4. Ouais. Quand ils se lancent en étant stratégique dans le choix des barres aussi, c'est-à-dire que si tu sais que l'athlète il débute, il va faire 4 compètes dans l'année, bah, la première compète, peut-être qu'il faudrait qu'il soit RPE 8-9 pour le préserver, c'est moins accidentogène déjà. Et puis ça crée une dynamique positive de progression. Ouais. Moi j'ai souvent des gens qui viennent me voir et me disent mais il est trop facile à la compète là, pourquoi tu l'as pas fait monter plus haut?
Bah, j'ai envie de pour dire, la moi suite. j'ai la suite, j'ai une vue aérienne, je sais où il va l'athlète quoi. Donc c'est dur de justifier ça sur des gens qui viennent nous voir là-dessus, mais Même auprès de voilà. l'athlète, hein. Les Même athlètes que tu si encadres l'athlète, depuis peu de temps, moi tu vois. je leur dis, je te préviens, ça va être facile, c'est le Ouais, but, c'est de créer une dynamique positive. Sur le moment, ils comprennent pas oui, forcément, donc du coup, il faut vraiment les tempérer. Si t'es présent le jour J, c'est mieux. Et puis après, par contre, ils sont contents. ils sont contents et Eh ouais. ils visualisent l'effet bénéfique sur le moyen terme, le long terme, quoi. J'en ai un là, c'était Naël. Enfin, c'est Naël, là, ici à La Réunion. Il avait beaucoup de déchets techniques, mais énormément, énormément. Il en a encore un peu. Et il a fallu qu'on passe par des étapes, quoi, tout simplement, déjà sur la technique, et puis sur le fait d'être conservateur sur les charges d'entraînement. Donc il était tout le temps Ouais, RPE 5-6, parce que c'était pas carré, quoi, bien sûr. les mouvements. Ça allait beaucoup mieux maintenant, et là il commence à exploiter son potentiel, et je crois qu'il a pris 180 sur le total. Mais c'est pas parce que ça a été exceptionnel au niveau du coaching, c'est parce qu'on était C'est calibré, stratégique. ouais. Ouais, voilà, je crois qu'il était à 140 sur son premier squat il y a 1 an et 3 mois, et là il est à 210 Ouais, dans la même KT, hein, mais parce qu'à 140, il était en barotte, il avait une paire de genouillères et pas de ceinture. Enfin, t'as voilà, optimisé. on allait petit à petit. On n'a pas activé tous les leviers de progression d'un coup. C'est Hmm. souvent ce qu'on voit. Et, moi, je vois, il y a des débutants, des fois, ils passent en genouillère rigide, ceinture rigide, squat barre basse, Trop ultra, basse. voire ultra low bar. Ouais, Ils optimisent tout de suite maintenant. Et derrière, ils ont des vitesses de progression qui sont rapide. sur court terme Ouais. rapide, mais du coup, ils redescendent pour remonter parce qu'ils se blessent, ou Eh parce oui. qu'ils régressent, ou parce qu'ils stagnent, et parce qu'ils créent de l'inflammation, ou des contraintes mécaniques, des déficits. Enfin voilà, il y a plein de leviers. Moi, il y a pas mal d'athlètes Une fois de- que je récupère dans ce cas-là, Ouais. et où du coup, bah, tu passes 3 mois, Ah, six pour régénérer, mois ouais. ou plus pour régénérer, Mm. et ils arrivent en te disant, bah ouais, j'ai des douleurs aux coudes, aux épaules, aux poignets, machin, machin. Ouais. Et du coup, tu es obligé de bah, voilà, recalibrer un petit peu les standards de mouvement, les standards compétitifs aussi, tu vois. Enfin, j'ai des athlètes qui arrivent et tu vois, c'est des trucs cons, mais qui déraquent et qui partent direct et qui Ouais, font pas de claques et ouais, qui re-raquent direct. ouais. Et en fait, bah, juste en gardant le même niveau de force, mais en attendant 2 secondes, puis 1 seconde, puis 2 secondes, bah, t'enlèves 5 ou 7 kilos sur le max au bench, tu vois. Parce Mm. que bah, il faut prendre le temps de recalibrer tout ça. Et donc, au bout de 6 mois, bah, les perfs en absolu sont globalement les mêmes, Ouais. peut-être. Mais de ton point de vue de coach, tu sais que l'athlète a Il a progressé. progressé, mais tu peux pas le quantifier. Mais il a Ouais. progressé en termes de Mm. standard, quoi. C'est Et ça. ça se quantifie qu'avec les Ouais. max de Ouais, compétition. c'est ça. Bah, faut accepter, ouais, des fois, de redescendre pour mieux remonter. Mais oui, ça arrive, ça, d'avoir des athlètes, ouais, qui arrivent soit en auto-coaching, soit gérés par d'autres personnes, ou sans dénigrer quoi que ce soit, Mm. mais qui arrivent un peu cassés, quoi, on va dire, et puis mentalement aussi, qui sont un peu Bah, éreintés, usés, quoi. surexploité, en fait. Ouais. Soit parce qu'ils ont, entre guillemets, trop forcé régulièrement, soit parce qu'ils enchaînaient trop de compètes. Enfin voilà, il y a plein de cas de figure, hein. Ou que, en termes d'implication, même sur tous les paramètres externes à l'entraînement, la Mm. récupération, Mais il y a une spirale après. la Mm. routine avant la séance, etc. En fait, quand le mec pratique depuis 1 an et que tout est à fond, direct, Mm. c'est obligé qu'à un moment ça va cracher, tu vas devoir repasser par une Ouais, phase c'est ça. de déload un petit peu là-dessus aussi, tu Mm. vois. Ouais, là, c'est psychologique, ouais. Ouais, clairement. Donc, ouais. Ok. Euh, Comment tu pourrais définir, toi, ta méthode de programmation, si tu en as une, ou en tout cas, peut-être tes inspirations ou tes tendances? Ouais. On sait qu'on en a qui sont plutôt basés sur Mm. l'entraînement à fort volume et pas trop d'intensité, d'autres à de l'intensité répétée très fréquemment. Est-ce que toi, tu as des tendances ou pas? Je suis plus sur le volume que l'intensité. Ok. Et après, j'ai des schémas types, c'est-à-dire que s'il n'y a pas d'objectif calendaire, généralement, je cale des blocs de 4 à 5 semaines Mhm. et je régénère. Donc, c'est le classique, hein, RPE 6 première semaine, par exemple, 7, 8, 9, 9,5, Intensité progressive, ouais. intensité progressive. Que ce soit voilà, sur l'intensité ou même le volume qui peut être progressif. Ok. Donc, ça dépend du cas de figure, ce qu'il y a à travailler sur l'athlète, l'objectif, il est calendaire ou pas aussi. J'en ai qui n'ont pas d'objectif calendaire, ils veulent juste progresser pour eux-mêmes. Et puis, je sais pas, ils vont progresser sur leur 3 RM et ça va leur suffire. On va régénérer un Mhm. cycle là-dessus et puis parce ils ont besoin de ça. Donc, ça dépend vraiment de l'objectif et du cas de figure que j'ai. Mais voilà. Je fonctionne très rarement au RPE sur c'est-à-dire que je donne pas beaucoup d'autonomie à Ouais. l'athlète. J'estime que c'est à moi de les connaître
et de les orienter suivant leur. On en parlait tout à l'heure un peu en auto-coaching, c'est vrai aussi dans le coaching. Je m'adapte un peu aussi au profil de l'athlète psychologique, s'il est introverti ou extraverti par exemple. Donc ça, j'ai des petits trucs pour capter ça. S'il est extraverti, il va falloir un peu calmer le truc et trouver les bonnes paroles pour lui dire, bon ok, on va pas mettre 300 aujourd'hui, on va mettre 280, mais parce qu'on va, on va là. Donc du coup, ça c'est important. Et c'est aussi pour ça que je fonctionne pas trop RPE. Mais c'est ma méthode, hein, Ouais. encore une fois. Il n'y a pas de vérité, hein. Je sais plus qui c'est qui m'avait demandé une fois, qui m'a posé une question, il me disait, mais quelle est la meilleure méthode, ou je sais plus. Il n'y en a pas en vrai. Celle qui s'adapte à la personne. Ouais, voilà, il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de vérité à proprement dit. Enfin, une méthode, si, il y a une méthode pour le coach parce qu'il a besoin d'être structuré, mais il n'y a pas de vérité, ce que je veux dire, sur l'entraînement. Tout peut fonctionner sur un athlète en fonction du moment, à partir du moment où c'est individualisé en fait. Bien sûr. Bah, ce qui fonctionne sur l'athlète va pas fonctionner chez le voisin non C'est plus. ça. Tu vois. Moi, j'ai des gens qui supportent un format, d'autres le supporteront pas et Bien sûr. vice-versa. Et voilà, donc j'ai pas vraiment de méthode, mais après j'ai des schémas types en termes de structure et d'organisation. Des choses qui se comme répètent avec une méthode, quoi, en l'expérience. fait. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Donc voilà, je peux avoir un schéma type, par exemple, de SBD pour lancer un bloc, et je vais l'adapter. Je peux avoir deux athlètes des fois qui vont démarrer le même format. Ça m'arrive, ça. Et sans que ce soit pour moi de la facilité. Mais au fur et à mesure des semaines, les blocs vont évoluer soit en volume, soit en intensité différemment d'un athlète à l'autre. Donc voilà. Comment je construis mes plans d'entraînement, entre guillemets. Et je fonctionne à la semaine, de semaine en semaine. L'assistance, Tu connais ça prend quelle part Oui, moi je connais parce que tu m'as coaché du coup. Mais l'assistance, ouais, alors ouais, je suis pas trop adepte du full SBD. Ouais. Il y a une part d'assistance en termes de prévention et de renforcement. J'estime, pour le quantifier, en termes de temps, je pense qu'il y a 30-40% d'assistance. Pareil, suivant les Quasiment la périodes moitié, aussi. quoi. Ouais, ça dépend en termes de temps, hein, pas Mhm. forcément d'énergie, mais en termes de temps. 30 à 40%, et encore une fois, ça dépend de la période et de l'athlète. J'ai des athlètes, des fois, ils ont un mouvement de comp que du renfort associé, suivant la période où ils sont. Est-ce que tu aurais tendance, proche de la compétition, à réduire drastiquement les renforts ou Ouais. plutôt à les garder assez élevés? Je les garde, mais on va dire, il y a des curseurs, quoi, on va dire. Ouais. Et plus je me rapproche de la compète, plus le spécifique augmente, plus l'assistance diminue. Mais il y a l'assistance qui est indissociable, je sais pas moi, des mouvements de tirage de dos, c'est indissociable. Ok. Et dernière question sur le côté programmation, ça serait quoi, toi, tes points forts, entre guillemets, ou bien des conseils que tu pourrais donner pour bien réussir une phase d'affûtage, de taper, surcompensation, on l'appelle comme on veut. Parce que, enfin, en tout cas, moi, d'un point de vue extérieur, et même le fait que tu m'aies coaché, ce qui ressort globalement, c'est que très souvent, tes athlètes arrivent à bien performer et sortir des performances qui sont soit égales, soit un peu supérieures à leur programmation d'entraînement sur le jour de la compétition. Alors que y a d'autres personnes qui c'est plutôt l'inverse, quoi. Je peux pas le quantifier, mais systématiquement, les athlètes font plus que ce qu'ils font l'entraînement, en compétition. Systématiquement. Et selon toi, c'est quoi, ou alors peut-être pas la tourner comme ça, mais c'est quoi, selon toi, les erreurs qui sont faites chez les athlètes qui n'arrivent pas à sortir les perfs de Ça compète? monte trop à l'entraînement, souvent en intensité. Et ça crée une dynamique négative, c'est-à-dire, oula, j'étais RPE 9,5, j'étais RPE 10. Instinctivement, inconsciemment, dans l'athlète, ça va créer un doute. Alors que l'inverse, il vaut mieux mettre 5 kg de moins sur la barre et être RPE 8. Et dire, ouais, j'étais super facile, mais plutôt que mettre plus lourd et taper un RPE 9, moi je préfère qu'un athlète il soit RPE 8,5 que RPE 9,5 sur le plus gros top 7. Parce que je sais qu'il y a une part d'incertitude positive, je vais appeler ça comme ça, dans le sens où ouais, j'étais super facile, mais du coup il sait pas trop combien il aura de plus. Et le jour J, ça crée pas forcément un doute. Souvent l'athlète il dit si je me la mets pas sur le dos, le jour J je vais pas savoir ce que c'est. Et en vrai c'est pas un problème ça. L'inverse par contre est un problème. C'est-à-dire que si l'athlète il va rater une barre, on va prendre le pire cas, il rate une barre, ou il passe une barre plutôt RPE 9, 9,5, 10, il sait qu'il l'a eu l'entraînement. Il sait pas si ça va retomber derrière. Ouais, ou l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a ça, et il y a aussi le fait que je l'ai fait à l'entraînement, c'est bon. Ouais. Instinctivement, il va se relâcher, et ça m'est déjà arrivé de le voir, de le vivre. L'athlète va la passer à l'entraînement, il va pas la passer à la compète, mais c'est pas parce qu'il est pas en forme, c'est parce que psychologiquement, il est trop rassuré quelque part. Il y a un doute à créer en fait, mais il faut que ça soit positif, pour que l'athlète, de par l'échauffement et la barre de départ, elle est importante aussi. Du coup, il faut que ce soit vraiment facile
pour créer une dynamique. Et plus les barres avancent, plus la tête est en forme. Pour avoir de la mise en confiance aussi, Ouais, quoi. la mise en confiance est très importante. Moi, je sais que chacun a son truc, mais moi, je sais que je fais démarrer les athlètes sur des barres relativement basses pour créer cette dynamique, Plutôt des cette gros prise de gaps, confiance. Ouais. moi aussi, ouais. Cette prise de confiance, et c'est pareil à l'entraînement. Tu prends Clément, il a dû t'en parler, même toi tu l'as vécu du coup, ou même Gab, l'année dernière où il fait son 2,87 je crois au squat RPE9, on n'est pas monté à plus de 275 à l'entraînement, je crois. Ouais. 275 ou 277,5. Mhm. Il était RPE9 à 10 l'entraînement. kilos d'écart, ouais. Il était RPE9 parce qu'on a créé de la pré-fatigue, on a créé tout un. Ouais, on était en fin de prépa. Mais on aurait pu, à l'entraînement, on aurait très bien pu monter à 2,85, 2,87. Il la les barre aurait qu'il a fait sortis, ouais. il les aurait sortis. Mhm. Mais c'est pas le but c'était de les faire sur le plateau. Et après, toute cette dynamique positive qu'il a créée au squat, par exemple, sur cette réussite-là qu'il a eue, cette facilité-là, ça a déclenché plein de choses après sur le reste de la compète, quoi. Qui l'a amené à 800, c'était un total qu'on avait en tête, mais Mhm. il a eu facile son 800 du coup. Bah ouais, quand on a fait la prépa ensemble, moi c'était pareil. Le jour J, j'avais fait 2,60. À Ouais. l'entraînement, j'avais pas dépassé 2,50 Mhm. pour sensiblement le même RPE parce Ouais. que bah, forcément, il y a de la fatigue à côté. Mhm. T'as tout l'aspect taper, motivationnel, etc., qui est plus haut C'est en ça. compétition. Et après, il y a certains profils, tu me diras si tu me rejoins, mais il y a certains profils, je pense, qui peuvent être l'exception à la règle sur Oui, il y en a, des athlètes qui sont vraiment pas confiants Mhm. sur leur capacité à performer, etc. Et où du coup, ça va valoir plus le coup de monter un peu plus haut à l'entraînement pour lui dire, ok, Oui, tu oui, vois, là, t'en es t'es capable. capable, tu peux transférer ça Voilà, sur t'es le capable. jour Ouais. J. Oui, bien sûr. Mais, Ça existe. Mais ça prend une part plus faible quand même. Ça existe et on le retrouve un peu chez les féminines, ça. Ouais. Ce doute qu'il faut tout le temps un peu rassurer, etc. Bah, tu vois, Et notamment le je fais monter bench, plus haut les féminines que les masculins, moi, surtout sur les le prépas. bench par exemple, chez des athlètes typiquement, enfin, le cas typique, une féminine en junior 52-57, Ouais, c'est rare franchement quand au bench, elle va chercher un PR sur le jour ouais, J, tu la refais la prémontation, elle est meilleure barre 2,5 en d'entraînement, plus. quoi, Ouais. ouais. Ouais, tout à fait. Ouais. Ouais, Mm. mais ça, c'est des choses que je vis aussi et que je constate aussi, ouais, Mm. effectivement. Mais généralement, ouais, moi, je suis plus adepte du top 7 ou même de l'entraînement conservateur. Déjà pour se préserver d'un point Ouais. de vue intégrité, c'est moins accidentogène. Créer cette dynamique, ce doute positif, moi, c'est comme ça que je l'appelle. Et voilà, créer cette spirale positive. Même ça limite un petit peu tous les phénomènes d'interférence parce que, ok, peut-être au début de la semaine, tu as ton plus gros squat à aller chercher, tu vas aller taper ton 9,5, tu peux aller chercher un PR, mais derrière, sur les jours qui suivent, bah, faut encore forcer sur le terre, faut forcer sur le bench, Ouais, faut et le si gérer, tu ça. vas chercher trop C'est de la haut, gestion. bah, c'est Mm. compliqué, quoi. C'est de la gestion, clairement. Faut anticiper les choses et pas raisonner sur une seule séance et se dire, ok, il va faire ça sur cette Mhm. séance-là. Il faut anticiper ce qui va se passer derrière, en fait. Ouais, c'est ça le job de coach. Sur la prépa et même sur la saison, en fait. Mm. Ce que je disais tout à l'heure, faire une compète RPE9, c'est pas une compète ratée. S'il y a un objectif plus important juste après. Moi, c'est ce que j'avais fait, je sais pas si tu te rappelles, mais j'avais fait Vitrolles, Ouais, j'avais fait ouais, je me rappelle. 685 Mm. parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas fait un 9 sur 9 et où je m'étais senti Ouais, t'as créé de la vraiment dynamique. à l'aise. J'avais dit, ok, bah celle-là, on l'a fait 9 sur 9. Avec un petit peu de marge, je voulais au moins 2,5 de marge au bench et 5 kilos sur les autres mouvements. C'est ce que j'ai Ouais. fait. Et 3 mois plus tard, là, j'ai dit, bah là, c'est la compète où on force vraiment. On a fait Cogolin et du Ouais. coup, 15 kilos de plus sur le total. Et c'était vraiment ce que je recherchais. C'est l'approche stratégique du. Et quand tu d'une sors de la saison. compète, il y a tout le monde qui dit, mais pourquoi t'as pas forcé sur ton terre, tu vois? Mais Ouais. c'est volontaire, en Ouais, fait. c'est ça, c'est fait volontaire. partie de la prépa. Ça, c'est souvent qu'on l'entend. Ouais. Mm. Après, il y a l'athlète qui cherche PR et puis tu as l'athlète qui cherche les médailles. Mm. Il y a aussi ça dans le sens, à un moment donné, tu as des athlètes très. Tu as Thomas, toi par exemple, qui est comme ça. Ouais, Tu y vas pour les médailles et les titres. À un moment donné, exactement. donc les PR, t'en as plus rien à foutre. Bah là, tu vois, l'objectif est de on gagner, quoi. sort des France Mm. et j'ai eu vraiment un paquet. J'avais mis une story d'ailleurs pour l'expliquer, mais j'ai eu un paquet de messages en disant bah, pourquoi Thomas, France de l'année dernière, il fait 7,61 Mm. et là il fait 761,5. Il a Mm. pris 500 grammes en un an, il n'a pas Ouais, progressé. en vrai, c'est énorme. Ouais. C'est faux parce qu'en fait, quand tu remets en Il a contexte, enchaîné. bah, il y a 2 mois avant les France, il fait Europe U, donc il fait plus, il fait 7,65,5 avec Mm. de la marge. Et là, au-delà du fait que bah, il était un peu blessé, il n'avait pas un état de forme exceptionnel, il fallait en fait bah, jouer la gagne. On était là pour faire le titre Bah et oui. la qualif, tu vois. Et au final, l'état de forme était bon. Il aurait pu, je pense, facilement gratter 10 kilos, voire peut-être 15 kilos de plus sur le total. Mais c'était pas Mais il y avait un l'objectif. match. Ouais. Là, on n'était pas là pour battre Mm. ses pairs, on était là pour gagner et se qualifier, ça. tu vois. Et Donc, ça, tant que voilà. t'as pas l'expérience, tu peux pas le comprendre, quoi. Il y a très peu d'athlètes au final qui sont dans ce cas de figure-là. C'est C'est que les top. ultra compétiteurs Ouais. et puis les top niveaux. C'est Mais les top niveaux. ça peut arriver aussi d'avoir ce cas de figure-là, quoi. Clairement. Bon, maintenant, j'ai une rubrique
tu es le premier à la Allez. vivre dans le podcast. On va faire un mieux avant ou mieux maintenant. Allez. Ok? Et du coup, on donne quelques explications derrière pour le justifier. Ok? Allez. Alors, les genouillères, avant ou maintenant? Avant. Pourquoi? Bah, on retombe dans le travers de l'équipé en fait, là, Ouais. clairement. Donc là, avec les genouillères Faut rigides, jouer pour avec toi, le jeu, ouais. parce que voilà, les concurrents l'ont. Mais clairement, on retombe dans le travers de ce qui était reproché avant de l'équipé. Hein. Et d'ailleurs, Il y c'est a un pour ça gain. qu'SBD dit ne pas vouloir vraiment Ouais, passer sur du ouais. très rigide. Et c'est pas forcément mauvais. Mais après, bah voilà. C'est un choix à faire par rapport à la compétition et les kilos à prendre, quoi. Mais après, c'est ceux qui font le règlement qui sont décisionnaires. Mais Mm. pour moi, c'est pas dans l'esprit du RAW. J'aime bien l'équipé, donc c'est pas le sujet, Ouais. j'aime pas quelque chose qui aide ou pas. Mais dans une même discipline, pour moi, c'est dissociable. Tu sais que pour moi, vraiment pour éviter justement ces dérives, entre guillemets, Mm. le raw, ça devrait être raw, Oui, bah ouais. genre tout Pas de court. ceinture, pas de genouillère, et puis terminé. Et équipé, tu mets tout. Mm. Soit rien, soit tout. Ouais, je suis d'accord. Ouais, dans l'approche, je suis d'accord. Parce qu'on entend souvent, ouais, mais les genouillères, c'est bien, quand on a des douleurs au genou, on les sent moins, etc. Mais en fait, si tu mets une genouillère à partir du moment Faut pas où que tu as ça une cache quelque douleur, chose. Mm. c'est pour camoufler, donc c'est encore pire, Ouais, tu vois. je suis d'accord. Ouais. Ok. Mm. Les organisations de compétition, avant ou maintenant? Maintenant. Tu trouves quelles sont les principales choses qui ont changé positivement pour toi? L'ambiance, la dynamique, Le monde? le public aussi, Ouais. ouais. Ouais, tout à fait. Et puis, ouais, globalement, il y a toujours des trucs critiquables, Mm. mais globalement, c'est beaucoup mieux. Moi, je dirais la médiatisation avec. Aussi, ouais. Parce que Tout du ce coup, qu'il y a on n'en après la avait pas avant. compétition, ouais. Il y a, même au tout début Ça où j'ai valorise notre sport, commencé, ouais. tu vois, il y a 7-8 ans, tu faisais une compète. Mm. Ben, si t'étais pas à la compète, tu pouvais pas savoir ce qui Ouais, s'était passé, tu vois. exactement, Alors t'avais que la feuille de maintenant, match, terminé. t'as tout, quoi. Ouais. Ok. L'ambiance générale en force, avant ou maintenant? Là, je suis partagé, Dilemme. mais quand même maintenant, moi, je suis une nature optimiste et Ok. je vois les choses positives, mais quand même mieux maintenant. Après, il y a des choses qui se perdent, naturellement, de par l'évolution de notre discipline et on est de plus en plus nombreux, donc le côté un peu bon enfant associatif, ça se perd. Ouais. C'est dommage. On essaye de un peu le maintenir ici, mais c'est pas évident d'être cohérent en fait, parce qu'il y a une réalité financière sur certaines choses, enfin voilà. Ah ouais, ça se Donc professionnalise. c'est ça. Du coup, il y a des manques à gagner pour certains, des choses C'est à ça. gagner pour Faut d'autres. trouver le bon équilibre quand tu as un groupe ou une entité à gérer. C'est pas évident, mais je resterai sur le fait que c'est mieux maintenant quand même. Ok. Ton quotidien, est-ce que c'était mieux avant ou maintenant? Maintenant. Avec le fait de gérer du monde, avoir beaucoup de liens avec la Ouais. force, etc. Tu Ouais, préfères? je le vis bien, moi. J'ai pas mal de. Enfin, je suis très sollicité professionnellement, Ouais. 7 sur 7, on va dire, mais je le vis bien. Ok. Les minima, Mieux avant ou après? c'est ça ouais. Est-ce que tu préfères l'objectivité des minima il y a 5 ou 10 ans Non, ou mais maintenant? maintenant, ouais. Ça C'est veut dire que logique. le niveau monte. C'est que le niveau monte et on le Ouais. voit, il n'y a jamais eu autant d'inscrits, alors que les minima n'ont jamais été aussi hauts. Donc c'est que ça continue de monter, puis ils vont continuer de monter, puis on continuera de voir des stories de gens qui pleurent. Et puis c'est comme Bah ça. ouais, mais ça dure une semaine ou deux. Mais oui, Et puis après c'est les tout. gens ils vont dire, ah finalement c'est possible. Ça tire les gens vers le haut. Moi j'ai Ouais. toujours, enfin moi en tant qu'athlète, j'ai toujours couru sur les minima. Bien sûr. J'étais toujours à pile, Kiff-kiff, ouais. pile sur les minima, donc ça m'a tiré vers le haut, donc j'estime que c'est bien. Clairement. Ok. Les réseaux sociaux, l'utilisation des réseaux sociaux pour la force, Ouais, mais maintenant, dans ça met l'ensemble, un oui. gros plus. Ouais. Il y a beaucoup d'animation, il y a beaucoup de valorisation du sport, et puis ça, on le voit aussi par les féminines d'ailleurs. Mm. Avant, il y avait très peu de féminines qui venaient en force, et maintenant on est quasiment à égalité, entre guillemets, en Parce part que de. j'allais dire, tu connais la part? Euh, Parce que là, au France, pour moi, il Nous, y au avait club, on est peut-être même 50-50, plus de filles que quasiment. de Ouais, d'hommes. ouais. Bah, j'ai vu ça. Alors après, c'est peut-être les minima aussi qui Je sais font pas, que ouais. sur un championnat de France, mais il faut prendre sur une entité, c'est-à-dire un club ou une ligue. Mm. J'ai pas les éléments de la ligue, mais je crois qu'on a 40% de filles, nous, au club, sur les Ok. 60 licenciés de mémoire. C'est bien. Ou 35, enfin Mm. quelque chose comme ça, ce qui est pas mal. Ok. Le pontage. Parle pas trop fort, il y a Mehdi à côté. C'était mieux avant quand il faisait des compètes. On parle quand même de l'homme qui a fait changer la règle en IPF. Non, bah. Est-ce que tu préférais quand le pontage n'était pas réglementé et régulé et du Ouais, coup ça a amené enfin, cette dérive ou pas? j'ai pas forcément d'avis dans le sens où, je veux dire mieux avant, dans le sens où c'est pas forcément bien jugé non plus.
Ouais. Enfin, la règle, c'est pas que ça va mal juste, parce que les arbitres vont prendre cher, enfin, j'en fais partie maintenant, mais, mais c'est surtout que la règle, elle est difficilement applicable, quoi. Et c'est dur de rester objectif, quoi. Ok. Donc voilà. Les standards au niveau de l'arbitrage en compétition, du coup, ça se rattache un petit peu à ça. Est-ce que tu trouves qu'avant, par exemple, il y a 10 ans, les standards étaient mieux Ouais. pour toi ou pas? Peut-être dans l'ensemble, c'était mieux avant, ouais, là-dessus, sur les standards. Parce que du coup, là, il y en a plus et donc il y a plus de biais possibles. Ouais, Ouais. il y a des choses qui sont... Après, c'est mon avis à moi, hein, je Mm. reste la beauté du geste, etc. C'est quelque chose qui m'anime, mais ouais, c'était mieux avant pour moi. Ouais. Ok. Après, peut-être que je suis vieux maintenant, si je dis ça. Bon, ça, c'est sûr, hein. Mais je trouve que c'était mieux avant. Ouais. Mais moi, là, tu vois, je m'en suis vraiment rendu compte sur ces France Junior. La standardisation, Mm. là, il faut qu'elle prenne une place encore beaucoup plus importante au Ouais, je suis niveau de d'accord. la préparation de l'athlète à la compétition. Parce que ben, maintenant, on a justement ce pontage, mais on a systématiquement les caméras. C'est-à-dire que ça rajoute, hein. la table, elle est comme ça, rivée Ouais, sur l'écran. ouais, c'est clair. Donc elle voit des choses que les arbitres ne voient pas. Mm. T'as les lights sur le côté pour les face Ouais. orange. Enfin, il y a énormément de choses en plus. Et si tu te prépares au standard d'il y a 5 ans, tu passes pas aujourd'hui, quoi. Non, ouais. Mm. Ouais, c'est beaucoup plus... C'est réglementé à fond. C'est réglementé, et puis il y a des outils quoi maintenant, tout simplement. Ok. Des méthodes. Les méthodes d'entraînement, avant ou maintenant? Maintenant, on a Ça a bien évolué. l'expérience, ouais. Retour d'expérience intéressant maintenant. Sur le Ok. volume d'athlètes et sur le volume de coach, d'ailleurs. Et dernier, toi, ton investissement en tant qu'athlète sur ton plan sportif, est-ce que c'était mieux avant ou plus facile avant ou plutôt maintenant? Ouais, plus facile avant. Parce que tu avais la tête plus libre? Ouais, ouais, bah, j'étais moins pris, moins pris. On va dire que j'ai une grosse charge mentale par mes activités professionnelles. Mais j'aime ça m'anime, hein. Mais aussi au détriment un peu de mon sport, de ma pratique de mon sport. Ok. Je continue à faire des compétitions, bah, on l'a dit, pour donner l'exemple, pour animer, et puis pour donner un sens à l'entraînement. Ça m'anime, j'aime bien. Mais c'était mieux avant, ouais, de ce côté-là. Ok. Et dernière question, quel invité t'aimerais voir sur le podcast? Un Est-ce que tu as invité. quelqu'un en tête qui te ferait plaisir d'écouter et de mettre dans ta voiture pendant 1 heure et demie? Eh ben, ça va peut-être être hors sujet, mais justement, maintenant ils sont plus là, tu vois, mais Marc Vouillot, bon, je sais qu'il avait un avis Ouais. très critique sur la pratique de la discipline déjà quand il était là, sur les premiers roues. Mais c'est quelqu'un que j'aurais bien aimé écouter maintenant, tu vois, Ok. pour avoir son retour d'expérience. C'est quand même quelqu'un qui a lancé la discipline aussi en France, et contribué, hein. qui est parti aux États-Unis s'entraîner avec des gens, enfin qui avait l'ouverture d'esprit, tu vois, Ouais. et qui avait quelque chose. Mais ouais, ça aurait été intéressant. Ok. Très Mm. bien. Bon, ben merci pour ce podcast. Bah, merci à toi, Alexis. Et bah, nous, on va reprendre notre avion qui a été décalé, puis on va essayer d'entrer. Ouais, et du coup, vous avez eu confirmation de ça? Et ben écoute, on devait partir mercredi, et ouais, là, on part jeudi à 22 h, Ouais, c'est calé là, c'est bon. jusqu'à ce que ça soit annulé 1 heure avant, quoi. Ouais, j'ai vu des On perturbations. verra bien. J'ai encore entendu des gens qui me disaient là que c'était annulé. Arrête. Non, sérieux? Sérieux, en plus. Merci à tous pour votre écoute, et Ouais. puis à bientôt pour un Merci, prochain ouais. épisode.